Je suis rentrée chez moi ce matin-là, comme on rentre d'une tempête, les jambes lourdes, la tête bourdonnante, le cœur vidé. J'avais passé 24 heures de garde à l'hôpital de Lyon, 24 heures à courir d'une chambre à l'autre, à tenir des mains tremblantes, à rassurer des familles qui avaient peur de perdre quelqu'un. À 67 ans, chaque garde me rappelait que mon corps n'était plus celui d'autrefois. Mes pieds brûlaient dans mes chaussures blanches, mes mains sentaient encore le désinfectant, et tout ce que je voulais en franchissant la porte de ma maison. C'était du silence, un café et un peu de chaleur. Sauf que, au lieu de ça, je me suis figée net dans l'entrée de la cuisine. Là, juste à côté de mon vieux frigo blanc, celui qui avait survécu aux anniversaires de mon fils, aux fêtes de Noël, à la maladie de mon mari, il y en avait un autre. Un frigo tout neuf, en acier brossé, brillant comme un bijou. Je n'ai même pas compris tout de suite ce que je regardais. Je suis restée plantée là, la sacoche encore à l'épaule, la bouche entr'ouverte. Qui achète un frigo sans prévenir la propriétaire de la maison? Et surtout, pourquoi? J'ai à peine eu le temps de respirer que j'ai entendu une voix derrière moi. Celui-ci est à moi. À partir de maintenant, Claire, vous achetez votre propre nourriture. C'était Véronique. Elle est sortie du couloir avec ce visage fermé que je connaissais trop bien, une expression mi-fatiguée, mi-méprisante, comme si ma simple existence lui prenait de la place. Elle ne m'a pas appelée belle maman, ni madame. Non, juste Claire, comme si j'étais une colocataire encombrante dans ma propre maison. Ma voix est sortie toute rauque. « Comment cela, ton frigo ?» Elle s'est appuyée contre le chambranle, les bras croisés. Je ne vois pas pourquoi je devrais partager ce que j'achète. C'est plus simple comme cela, chacun le sien. Un frisson m'a traversé. J'ai ouvert mon propre frigo, celui qui m'avait accompagné pendant 30 années. Et là, mon souffle s'est coupé. Tout, absolument tout ce que j'avais acheté 3 jours plus tôt, portait une petite étiquette jaune avec le prénom de Véronique écrit en gros marqueur noir. Le fromage, les yaourts, le pain de mie, les tomates, les pâtes, même le beurre. J'ai touché une étiquette du bout des doigts, comme si j'avais peur que ce soit un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que cela? Ce que je vous ai dit, mes affaires. Vous achetez les vôtres. C'est plus juste. Sa voix était sèche, sans une pointe de honte. Mais c'est moi qui ai payé ces courses. Oui. Et alors? Maintenant tout le monde sait ce qui m'appartient. C'est plus clair. Elle a haussé les épaules comme si elle m'expliquait une règle de jeu idiote. À ce moment-là, j'ai entendu des pas derrière moi. Damien, mon fils, s'était approché sans faire de bruit. Il m'a regardé avec ses yeux que je ne reconnaissais plus depuis des mois, des yeux qui fuyaient les miens. « Maman, ne fais pas d'histoire. Véronique a raison. C'est plus organisé comme cela. » J'ai eu l'impression que le sol se dérobait un peu sous mes pieds fatigués. « Mais, Damien, j'ai tout payé. »« Justement, comme cela tout est clair, » a répondu Véronique en montrant les étiquettes. « C'est simple, non ?» J'aurais voulu crier. J'aurais voulu arracher ces autocollants ridicules et les lui coller sur le front un par un. Mais j'étais trop épuisée pour me battre, trop lasse pour répondre. Je me suis contentée d'acquiescer d'un signe de tête. Mes jambes tremblaient. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à sentir le poids de ce qui venait de se passer. Cette maison, ma maison. La seule chose que j'avais réussi à offrir à mon fils après des années de travail et de nuits blanches. Je l'avais achetée seule, après la mort de mon mari, en travaillant des doubles gardes, en faisant des ménages à l'hôpital quand il n'y avait plus de budget pour payer une femme de ménage. J'avais sauté des repas pour que Damien puisse aller à l'école. Et maintenant, on me mettait des étiquettes sur ma nourriture. En bas, j'ai entendu des rires, le son du micro-ondes, l'odeur du poulet rôti, les pop-corns. Tout cela m'était interdit, parce que tout portait un prénom qui n'était pas le mien. J'ai fermé les yeux, et dans ce silence lourd, quelque chose en moi, très doucement, a changé. Je ne savais pas encore ce que je ferais, je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, mais je savais une chose. Cette nuit serait la dernière où je me laisserais humilier dans ma propre maison. C'était la fin de quelque chose, et le début de tout le reste.
Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je rentrais du travail et chaque fois, je découvrais une nouvelle humiliation, comme si Véronique jouait à un petit jeu sadique dont les règles changeaient tous les matins. Le mercredi, j'ai trouvé des étiquettes jaunes sur mes casseroles. Le jeudi, elles étaient collées sur les verres, les assiettes, même sur les fourchettes. Le vendredi, j'ai ouvert le placard sous l'évier et j'ai vu mon produit vaisselle marqué de son prénom. Je me suis tenue là, immobile, un flacon dans une main, une étiquette dans l'autre, et je me suis demandé comment j'avais pu en arriver là. Comment une femme de 67 ans, infirmière depuis presque 4 décennies, pouvait se retrouver à se battre pour une cuillère dans sa propre maison. Ces petites agressions silencieuses mangeaient quelque chose en moi. Le pire, ce n'était pas les étiquettes en elles-mêmes. Le pire, c'était l'indifférence de mon fils. Damien contournait le sujet comme s'il s'agissait d'une peccadille, quelque chose de normal, quelque chose que je devais accepter. Il passait ses journées à sortir, ses soirées à boire une bière devant des vidéos. Je ne reconnaissais plus l'enfant qui autrefois dormait serré contre moi quand il avait peur du tonnerre. Un soir, j'ai senti l'odeur d'un gratin dauphinois envahir toute la maison. C'était ma recette, celle que j'avais préparée pendant 20 ans, celle que Damien adorait. Véronique le préparait maintenant sans même m'adresser un regard. Je suis restée dans ma chambre, le ventre creux, trop fière pour aller quémander une assiette de ma propre recette. Les rires descendèrent du salon, légers, insouciants. Je me suis allongée sur le lit en me demandant quand exactement j'étais devenue une figurante dans ma propre vie. Mais la vraie fracture est arrivée 3 jours plus tard. Ce matin-là, Damien et Véronique étaient sortis. Je ne voulais pas fouiller. Je n'avais jamais fouillé dans la vie de mon fils, mais ce jour-là, en passant devant leur chambre, j'ai vu le tiroir de la table de chevet de Damien légèrement ouvert. Une petite feuille dépassait. Un simple bout de papier qui brillait sous la lumière du soleil. Je ne sais pas pourquoi ma main a bougé toute seule. Peut-être la fatigue, peut-être l'instinct, peut-être cette petite voix en moi qui commençait enfin à se réveiller. Quand j'ai tiré le tiroir, tout a basculé. Il y avait des papiers partout. Des reçus de restaurants, de bars, des dépenses que mon fils n'aurait jamais pu payer avec les miettes qu'il prétendait gagner. Sous une pile de factures, j'ai aperçu un dossier épais. Je l'ai ouvert. Mon cœur s'est arrêté. L'acte de propriété de ma maison. Mon nom. Claire Moreau. Mes années de travail. Mon bien le plus précieux. Ce document aurait dû être dans mon classeur, sous clé, dans mon armoire, pas dans la table de chevet de mon fils. Juste en dessous, il y avait une reconnaissance de dette. 45 000 €. Signée devant notaire. Je me suis vue 2 ans en arrière, donnant à mon fils mes économies, celles que j'avais mis 10 ans à réunir. C'était pour son fameux projet de pièces automobiles importées. Il m'avait promis de tout rembourser en 6 mois. Je n'avais jamais revu un seul centime. Mes mains tremblaient, mais j'ai continué à chercher, comme si mon corps savait que je n'avais encore rien vu. J'ai trouvé des relevés bancaires récents, des dépôts réguliers de 1 500 €, 2 000 €, parfois plus, tous provenant d'une société appelée Import Plus Solutions. D'où venait cet argent? Damien se plaignait tous les jours de ne pas trouver de travail. Et pourtant, il recevait des virements réguliers. Alors pourquoi restait-il ici, à mes dépens? Pourquoi me laissait-il payer les courses, l'électricité, le chauffage, alors qu'il gagnait clairement de quoi vivre sans moi? Et puis, le coup de grâce. Une feuille imprimée. Des captures de messages entre Damien et Véronique. Je me suis assise sur le bord du lit avant même de lire. Je savais que ce serait horrible. Mais je n'étais pas prête. Cette maison vaut environ 300 000 €. Ta mère ne va pas vivre éternellement. Quand elle partira, tout sera à toi. Mais pourquoi attendre? Convainc-la de vendre. Nous lui laisserons un petit quelque chose pour qu'elle aille dans une maison de retraite, un endroit calme. Elle sera mieux là-bas. Et si elle refuse? Alors on la fatigue un peu, quelques semaines, et elle cédera. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là,
le papier tremblant entre mes doigts. 1 minute, 1 heure, une vie entière peut-être. Je sentais ma colère monter lentement, comme une marée noire. Une colère froide, lucide, presque propre. Ils voulaient me pousser dehors, de chez moi, de la maison que j'avais bâtie seule. Et petit à petit, tout devenait clair. Les étiquettes, les remarques, les humiliations. Ce n'était pas du hasard. C'était un plan. Je me suis levée, très calmement. J'ai remis chaque document exactement où je l'avais trouvé. Puis, j'ai descendu les escaliers et je me suis servi un verre d'eau. Mes mains tremblaient un peu, mais ma décision, elle, ne tremblait pas. Le lendemain matin, j'irai voir un avocat, et ce serait le début de la tempête. Le lendemain, à 11 heures du matin, j'étais assise dans le bureau feutré de maître Laurent Dubois, avocat spécialisé en droit immobilier. Son cabinet se trouvait près de la place Bellecour, dans un immeuble ancien aux couloirs étroits et aux murs en pierre. Tout sentait le café froid et le papier, une odeur rassurante pour quelqu'un comme moi qui avait passé sa vie dans un hôpital. Je me suis assise en face de lui, les mains croisées sur mes genoux. Il m'a regardée avec une attention calme, presque bienveillante. « Alors, Madame Moreau, racontez-moi tout depuis le début. » J'ai respiré profondément et j'ai commencé. J'ai parlé des étiquettes jaunes collées sur ma nourriture, sur mes casseroles, sur mes affaires. J'ai raconté le frigo flambant neuf de Véronique, son ton méprisant, l'attitude fuyante de mon fils. Puis, j'ai décrit la découverte dans leur chambre, les relevés bancaires, la reconnaissance de dette, l'acte de propriété, les messages imprimés. Je n'ai rien laissé de côté. Chaque mot me brûlait un peu la gorge, mais je refusais de baisser les yeux. Pendant tout mon récit, Maître Dubois prenait des notes, parfois hochait la tête, parfois soupirait très légèrement. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à son fauteuil, a retiré ses lunettes et m'a regardé longuement. « Vous avez des preuves solides, très solides même. » Je n'ai pas parlé. Je me suis contentée de le fixer, comme si mes yeux le suppliaient de continuer. « Premièrement, Madame Moreau, vous êtes la propriétaire unique de la maison. Elle n'est qu'à votre nom. Votre fils et sa compagne ne paient aucun loyer, aucune charge, et n'ont signé aucun contrat de location. Juridiquement, ils sont ce que nous appelons des occupants sans droit ni titre. Vous avez donc parfaitement le droit d'exiger leur départ. C'est ce que l'on appelle une procédure d'expulsion. » Le mot est tombé dans la pièce comme une pierre. Expulsion. Je ne me serais jamais imaginé un jour devoir expulser mon propre fils. Je me suis raidie, mais je n'ai pas tremblé. Maître Dubois l'a remarqué. Deuxièmement, cette reconnaissance de dette est parfaitement valide. Avec les intérêts cumulés depuis 2 ans, la somme due atteint environ 55 000 €. Vous êtes en droit de la réclamer. 55 000 €. J'ai senti mon estomac se serrer, l'argent de ma retraite, des années de privation. Je ne pouvais pas croire que Damien m'ait laissé porter tout cela seul. Et troisièmement, il a ouvert les relevés bancaires que je lui avais montrés. Ces dépôts réguliers provenant de cette société Import Plus Solutions, j'ai vérifié. Cette entreprise est enregistrée au nom de la belle famille de votre fils, les Martin. Officiellement, c'est une société d'importation de pièces détachées automobiles, mais les montants et la régularité des versements suggèrent qu'il s'agit d'une rémunération déguisée, probablement pour éviter les charges sociales. Votre fils pourrait être considéré comme salarié non déclaré, ce qui constitue du travail dissimulé. C'est un délit pénal en France. J'ai senti une vague glacée me traverser. Prison. Ce mot-là aussi planait dans l'air, même s'il ne l'avait pas prononcé. Maître Dubois, je ne veux pas que mon fils aille en prison. Je veux juste qu'il parte, qu'il me respecte, et qu'ils arrêtent de me voler ma vie. Il a hoché la tête. Justement, je ne dis pas cela pour envoyer votre fils derrière les barreaux. Je dis cela pour vous expliquer que vous avez un avantage immense. Si nous confrontons Damien et Véronique avec l'ensemble des preuves, ils comprendront que vous êtes en position de force. Dans la plupart des cas, ils préféreront partir d'eux-mêmes plutôt que de risquer une procédure judiciaire, encore plus une enquête fiscale. Il a sorti un dossier vierge de son tiroir. Si vous êtes prête, Madame Moreau, je peux rédiger la lettre de mise en demeure aujourd'hui.
Dans quelques jours, nous déposerons une requête auprès du tribunal. Le processus prendra environ 2 à 3 mois, peut-être plus selon les délais du tribunal, mais vous êtes en position de force. En attendant, cette mise en demeure les informera de la gravité de la situation. Je suis restée silencieuse un long moment. Je regardais ce dossier vide, celui qui allait changer ma vie, celui qui allait peut-être briser définitivement le lien avec mon fils, mais aussi celui qui me rendrait ma dignité. J'ai repensé à toutes les nuits où j'avais tenu Damien dans mes bras quand il était malade, à toutes les fois où j'avais couru payer un médicament, un uniforme scolaire, une sortie que les autres enfants pouvaient se permettre, à toutes les fois où je m'étais dit que, tant qu'il allait bien, peu importait le reste. Et voilà où j'en étais. Une mère assise dans le bureau d'un avocat, prête à mettre dehors son propre enfant pour survivre à sa propre maison. J'ai relevé la tête. « Faites-le. » Maître Dubois a légèrement souri, d'un sourire triste, mais assuré. « Très bien. Je m'occupe de tout. Je vous enverrai une copie de la mise en demeure d'ici la fin de la semaine, et nous fixerons un rendez-vous pour préparer le dossier judiciaire. Comptez 2 semaines avant l'audience. » En sortant du cabinet, j'ai marché longtemps dans les rues de Lyon. Les passants semblaient oppressés, les terrasses bruyantes, les tramways pleins. Moi, je me sentais comme une coquille vide qui avançait par automatisme. Mais en arrivant devant ma maison, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la femme écrasée par les étiquettes jaunes. J'étais une femme qui avait enfin dit « assez ». Je ne savais pas encore que le pire moment n'était pas derrière moi, mais devant. Et que la maison de retraite dont il me parlait n'était pas la pire des humiliations. La vraie humiliation, c'est quand ceux que vous avez élevés décident de vous effacer. Et cette fois, j'allais leur montrer que je n'allais pas disparaître. 2 semaines plus tard, un jeudi matin, je me suis réveillée avant le soleil. Je ne sais pas si c'était le stress ou la certitude que cette journée changerait ma vie, mais je me suis levée avec une énergie étrange, une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris une douche, j'ai mis mon pantalon noir, une blouse blanche bien repassée, et j'ai attaché mes cheveux comme pour un jour important à l'hôpital. Je voulais être digne, je voulais être solide, je voulais être Claire Moreau, la femme qui avait survécu à tout et pas la vieille femme qu'ils essayaient de pousser dehors. Dans la cuisine, j'ai préparé un petit déjeuner complet. œufs brouillés, pain frais, café. Je voulais les surprendre par ma calme normalité. Damien est descendu le premier. Il avait l'air fatigué, les yeux gonflés, sûrement une nuit passée à éviter de penser. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?»« Je prépare le petit déjeuner. Tu en veux ?» Il a hésité, puis a hoché la tête. Véronique est arrivée une demi-heure plus tard, vêtue de sa robe de chambre rose en satin. Elle m'a regardée comme si je préparais un piège. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien du tout. Assieds-toi. Je vous ai préparé quelque chose. » Elle s'est assise, mais n'a pas touché à son assiette. Elle me fixait comme si elle essayait de décoder mes pensées. Je me suis contentée de sourire légèrement. En vérité, je comptais les minutes. À 9h30, mon téléphone a vibré. L'huissier sera là dans 20 minutes avec la mise en demeure. Tout est prêt. C'était Maître Dubois. Mon cœur a battu un peu plus vite, mais pas de peur. Plutôt d'une forme de libération. Je me suis levée. Je vais ouvrir. J'attends une livraison. « Une livraison ?» a répété Véronique, suspicieuse. Mais je n'ai pas répondu. Je suis allée à la porte d'entrée. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu Maître Dubois et un huissier. Un homme grand, sérieux, dossier à la main. « Bonjour, Madame Moreau. »« Bonjour. Entrez, je vous en prie. » Ils m'ont suivi jusqu'au salon. Damien s'est levé d'un bond. « Qui sont ces gens ?» L'huissier a ouvert son dossier. « Monsieur Damien Moreau ? Madame Véronique Martin ? Je suis ici pour vous remettre une mise en demeure officielle, à la demande de Madame Claire Moreau. » Le silence est tombé d'un seul coup. Véronique a pâli. Damien a reculé d'un pas. Maître Dubois a parlé d'une voix ferme et calme. « Premièrement, vous êtes officiellement notifié du lancement d'une procédure d'expulsion. Madame Moreau vous accorde un délai de 30 jours pour quitter les lieux volontairement. Passé ce délai, une assignation devant le tribunal sera déposée. Deuxièmement, Monsieur Moreau, vous êtes redevable d'une somme de 55 000 €.
correspondant à la reconnaissance de dettes signées devant notaire il y a 2 ans, ainsi qu'aux intérêts légaux accumulés. Troisièmement, Madame Moreau se réserve le droit de déposer une plainte pour préjudice moral dû aux humiliations répétées dont elle a été victime dans sa propre maison. Damian s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce qu'il fallait. » Véronique s'est avancée d'un pas brusque, les yeux brillants de rage. « Tu es complètement folle, tu vas ruiner ton propre fils. Tu te rends compte de ce que tu fais ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je vous ai laissé me traiter comme une étrangère dans ma propre maison. Vous m'avez humiliée. Vous avez collé votre prénom sur ma nourriture, sur mes casseroles, sur mes produits. Vous avez vidé mon frigo. Vous m'avez poussé à bout jour après jour. Et tout cela pourquoi ? Pour me faire partir, pour vendre ma maison, pour acheter un appartement avec mon argent. » Elle a blêmi. « Ce n'est pas vrai. »« Si, et j'ai les preuves. » Damien a levé la tête, les yeux rouges. « Maman, ce n'était pas comme ça. »« Si, Damien. C'était exactement comme cela. Je n'ai rien inventé. J'ai lu vos messages, j'ai vu le dossier, et j'ai vu où tu avais rangé mes papiers. » Il s'est couvert le visage de ses mains. Véronique, elle, semblait prête à exploser. « Nous ne partirons pas. Tu ne peux pas nous mettre dehors. » Maître Dubois a pris la parole, imperturbable. « Madame, si vous refusez de partir volontairement, Madame Moreau saisira le tribunal. Une fois le jugement rendu en sa faveur, l'expulsion sera ordonnée par décision de justice et exécutée par huissier, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique. Le processus peut prendre 2 à 3 mois, mais il est quasi certain que vous devrez partir. Autant éviter les frais supplémentaires et partir dans la dignité. »« Vous n'avez pas le droit » a hurlé Véronique. « Si, madame, elle en a le droit. » Damien s'est levé d'un bond et s'est mis à genoux devant moi. À genoux, comme un enfant perdu. « Maman, s'il te plaît, parlons. Ne fais pas ça. Je suis ton fils. Ton seul fils. Je sais que j'ai été idiot, mais pas comme ça. Pas avec la police, pas avec des avocats. » Ses mains tremblaient, les miennes aussi, mais je les ai gardées derrière mon dos pour ne pas faiblir. « Damien, tu m'as demandé 1000 fois de fermer les yeux. J'ai fermé les yeux, trop longtemps. Maintenant, je les ai ouverts, et je ne les refermerai plus. » Il a éclaté en sanglots. Véronique s'est écartée, furieuse, silencieuse, incapable d'accepter la défaite. Maître Dubois a refermé son dossier. « Madame Moreau, tout est en règle. Ils ont maintenant 30 jours pour partir. Si rien ne bouge d'ici là, nous saisirons le tribunal. En attendant, notez tout ce qui se passe, gardez des preuves et appelez-moi au moindre problème. » Ils sont partis. La porte a claqué et le silence s'est installé. Un silence lourd, profond, presque sacré. Damien était toujours à genoux. Véronique tremblait de rage. Et moi je me suis tenue droite au milieu du salon et j'ai respiré comme si, pour la première fois depuis des mois, l'air ne m'était plus refusé. J'avais pris ma place. Et personne ne me la volerait plus. Les 2 semaines qui ont suivi la visite de l'huissier ont été d'une lourdeur presque insupportable. La maison semblait respirer autrement, comme si chaque pièce retenait son souffle en attendant l'explosion. Véronique ne m'adressait plus un mot. Elle marchait dans la maison comme une ombre furieuse, claquant les portes, téléphonant à ses parents à voix haute pour que je l'entende dire qu'elle vivait un enfer. Damien, lui, évitait mon regard. Il sortait tôt, rentrait tard, et je comprenais qu'il fuyait autant ses erreurs que ma présence. Mais malgré la tension, malgré la douleur, quelque chose en moi restait étrangement calme. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Parfois, la vérité est un couteau, mais un couteau qui coupe ce qui doit partir. Un soir, alors que je remontais à l'étage pour aller dormir, j'ai entendu leur voix dans la cuisine. Je me suis arrêtée dans l'escalier. « Damien, je te l'ai dit 100 fois, tu dois lui parler. Tu dois la faire changer d'avis. Elle ne peut pas faire ça. »« Véronique, je ne peux pas. Elle a un avocat. Elle a des preuves. »« Tu es faible, toujours faible. Tu ne sais même pas défendre ta femme. Comment tu penses construire une vie avec moi si tu te laisses marcher dessus par ta propre mère ?» Il y eut un silence. Puis Damien, d'une voix cassée, « Je ne veux pas aller en prison. »« Prison ?» s'est écriée Véronique. «
Mais enfin, tu n'as rien fait de grave. Les dépôts sur mon compte, ce n'est pas légal. Je le savais, Véronique. Tu le savais aussi. Ce n'était pas de ma faute. Tu devais juste signer et fermer les yeux, comme toujours. J'ai fermé les yeux. J'avais besoin de m'appuyer contre la rambarde pour ne pas trembler. Leurs mensonges, leurs plans, leur lâcheté, tout cela s'entremêlait dans une spirale presque irréelle. Je suis montée sans bruit et me suis enfermée dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, la tempête a éclaté pour de bon. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai vu une voiture inconnue devant la maison. Dans le salon, Véronique était entourée de ses parents, Monsieur et Madame Martin, leurs visages rouges de colère. Damien se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés, sans oser me regarder. « Ah, la voilà !» a dit Madame Martin d'une voix cassante. « Nous devons parler. » Je n'ai pas répondu. Je me suis tenue droite, les clés encore en main. « Ce que vous faites à ces deux jeunes est honteux, » a tonné Monsieur Martin. « Vous détruisez leur avenir. » J'ai inspiré lentement. Ce qu'ils ont fait, c'est essayer de détruire le mien. « Vous exagérez, » a craché Véronique. « Tout cela pour quelques étiquettes sur un frigo. Vous êtes ridicule. » Ce n'était pas des étiquettes, c'était un message, celui qui disait que je n'avais plus ma place chez moi. Véronique a levé les yeux au ciel. « Vous dramatisez. Et les messages où vous calculez combien vous allez gagner en vendant ma maison. Je dramatise aussi ?» Le silence s'est abattu comme une gifle. Damien a détourné les yeux. Les parents de Véronique se sont regardés, décontenancés. J'ai continué, la voix ferme. « Vous aviez prévu de me mettre dans une maison de retraite, loin d'ici, pour garder l'argent. Vous n'êtes pas seulement ingrat, vous êtes dangereux. » Monsieur Martin s'est avancé vers moi. « Même si c'était vrai, vous auriez pu régler cela en famille. Pas en lançant une expulsion comme si vous étiez une étrangère pour eux. Je n'avais plus de famille, j'avais des parasites qui vivaient à mes dépens. » Un souffle outré a traversé la pièce. Véronique a serré les poings. « Nous ne partirons pas, » a-t-elle dit d'une voix glacée. Je l'ai fixée sans sourciller. « Vous partirez. Dans 2 jours, où la police vous sortira. » Elle a avancé d'un pas, si près que je pouvais sentir son parfum trop sucré. « Tu es une vieille femme seule. Tu crois que tu vas t'en sortir toute seule? Tu crois que ton fils reviendra te voir après ce que tu fais? Et tu crois vraiment qu'un juge va nous mettre dehors en plein hiver? » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas peur d'être seule. Je préfère être seule que trahie dans ma propre maison. Elle a éclaté de rire, un rire sec, presque méchant. Eh bien, tu vas l'être. Parce que moi, je ne reste pas avec un homme qui laisse sa mère gouverner sa vie. Elle s'est tournée vers Damien. Je pars. Il a blêmi. Véronique? Non. Sois un homme et annonce-lui qu'on ne partira pas. Ou reste avec elle, mais sans moi. Elle a attrapé son sac et quitté la maison. Ses parents l'ont suivie. La porte a claqué si fort que le cadre a tremblé. Damien est resté debout, immobile, le regard fixé sur le sol. Pendant de longues secondes, personne n'a parlé. Puis, très lentement, il a levé les yeux vers moi. Je n'avais jamais vu mon fils comme cela. Pas en colère, pas insolent, juste brisé. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Sa voix s'est fendue comme du verre. Je ne savais plus comment sortir de tout cela. Je me suis laissé faire, j'ai tout laissé glisser, jour après jour, et j'ai fini par me perdre complètement. Je me suis approchée, ses épaules tremblaient. « Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je te demande juste, laisse-moi changer. Laisse-moi me rattraper. Laisse-moi une seule semaine pour trouver un travail, un logement, pour te payer quelque chose. Et après, je partirai. Pas parce que tu m'y obliges, parce que c'est nécessaire. » J'ai senti mes yeux s'embuer, mais je n'ai pas cédé. « 1 semaine, ai-je répondu. Une seule. Et tu devras montrer que tu le veux vraiment. » Il a hoché la tête. « Je le veux, maman. Pour la première fois depuis longtemps, je le veux vraiment. » Je ne savais pas encore que cette semaine allait être la plus décisive de nos vies. Les 3 semaines qui ont suivi ont été étranges, silencieuses, presque fragiles. Damien se levait chaque matin avant moi, préparait un café,
enfilait une chemise propre et partait chercher du travail comme un homme décidé à se reconstruire. Les premiers jours, il revenait découragé. Mais il persistait. Je le voyais revenir le soir, fatigué mais fier, et peu à peu, j'ai commencé à reconnaître quelque chose dans son regard. Pas le garçon perdu qui se cachait derrière Véronique. Pas l'homme passif qui se laissait porter par les autres. Mais celui qu'il aurait toujours dû être. Le mardi de la 3e semaine, il est rentré avec un sourire timide. « Maman, j'ai trouvé. Un poste dans une quincaillerie du centre. Ce n'est pas le travail du siècle, mais c'est un début. Je commence lundi prochain. » J'ai senti mon cœur se serrer de fierté. Pas une fierté bruyante, non. Quelque chose de plus tendre, de plus profond. Une semaine plus tard, il m'a annoncé qu'il avait trouvé une petite chambre à louer dans le quartier de la Croix-Rousse. Un espace minuscule, à peine 9 mètres carrés, mais un espace à lui, payé avec son argent, son effort, sa volonté. « Je pars dans 3 jours, m'a-t-il dit doucement. Le temps de recevoir ma première paie et de signer le bail, si tu es d'accord. » Bien sûr que j'étais d'accord, mais l'entendre m'a transpercé. J'ai simplement hoché la tête. Le lendemain matin, nous avons empaqueté ses affaires ensemble. Une valise, un carton de vêtements, un sac avec ses papiers. Pas grand-chose, mais tout était propre, rangé, choisi. Ses propres objets, enfin séparés de mon toit, de mes responsabilités. Quand nous avons fermé la valise, il a sorti un petit enveloppe qu'il a déposé devant moi. « C'est pour toi. 1 000 € pour la chambre de ce mois. Et 2 000 € comme premier paiement de ma dette. » Je suis resté figé. « Damien, d'où vient cet argent ?» J'avais un compte épargne que Véronique ne connaissait pas. 7 000 € que grand-père m'avait laissé quand je suis devenue majeure. Je ne l'avais jamais touché. Je me disais que c'était pour les urgences. Il a souri tristement. « Eh bien, l'urgence, c'était de te rembourser, de te montrer que je suis sérieux. » Si, je le suis. Et je vais continuer. 3 000 € par mois, pendant des années s'il le faut. C'est ma responsabilité. J'ai ouvert l'enveloppe. Les billets étaient parfaitement empilés. Je ne sais pas pourquoi, mais mes mains ont tremblé. « Tu n'as jamais été obligée de me sauver, maman. Et je t'ai fait payer ton amour comme si c'était une dette éternelle. Maintenant, c'est à moi de réparer. » Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai seulement serré dans mes bras, comme quand il était enfant, quand il avait peur du noir et que je lui disais que je serais toujours là. Aujourd'hui, j'étais encore là. Mais différemment. Pas pour le porter, pour le laisser marcher. 3 heures plus tard, nous étions dehors. La camionnette d'un ami l'attendait. Nous avons chargé ses affaires. Les voisins, curieux comme toujours, regardèrent depuis leurs fenêtres. Certains me faisaient un signe discret, comme pour dire qu'ils savaient. D'autres chuchotaient. Cela n'avait plus d'importance. Au moment où il a refermé la porte de la camionnette, il m'a regardé longuement. « Maman, tu crois que tu pourras venir voir mon studio un jour ? Quand il sera un peu plus rangé. » J'ai souri. « Bien sûr. Et tu viens manger ici dimanche prochain. Je ferai du poulet rôti, comme quand tu étais petit. » Il a ri, un rire sincère, presque léger. « D'accord, dimanche. » Puis il est monté dans la camionnette. Le moteur a démarré. Elle a roulé lentement, a tourné au coin de la rue, et il a disparu. Je suis resté seul sur le trottoir. La rue était calme, presque trop calme. Et soudain, sans que je m'y attende, les larmes sont arrivées. Pas des larmes de douleur, pas des larmes de perte, des larmes de soulagement, de liberté, de victoire. Pendant des années, j'avais confondu amour et sacrifice, soutien et effacement. J'avais porté mon fils comme on porte un poids sacré, et lui, sans s'en rendre compte, s'y était accroché jusqu'à s'y enfoncer. Ce jour-là, j'ai compris que l'aimer ne voulait plus dire le sauver. L'aimer voulait dire le laisser vivre. 6 mois ont passé. La maison est redevenue un lieu paisible, lumineux, silencieux, mais vivant. Damien vient chaque dimanche. Il m'aide à cuisiner, me raconte son travail, me parle de ses projets. Il a déjà remboursé 20 000 €. Pas parce que je le lui demande, parce qu'il s'est trouvé. Et moi, je me suis retrouvée aussi. Aujourd'hui, je suis assise dans mon salon, un thé chaud entre les mains.
Il y a du calme, du soleil et surtout de la dignité. Ma dignité. Celle que j'avais perdue un peu chaque jour et que j'ai récupérée en osant dire non, en osant me tenir droite, en osant protéger ce que j'avais construit. Si quelqu'un me demande ce que j'ai gagné dans cette histoire, je répondrai simplement « Je me suis gagné moi-même » et cela n'a pas de prix. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.